Je vous propose dans ce cas-là, qu'on aille en Pays de Grâce, euh, autour de la présentation de deux sites qui ont une histoire différente, qui ont un domaine d'activité assez différent. Mais voilà, je pense qu'ils illustrent tous les deux l'intérêt des SIC. Alors Florent Faudella, donc, est directeur de la SIC Les Pistes d'Azur, qui est une école des arts du cirque. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Une école, un centre régional des arts du cirque. Alors j'ai eu la chance d'y aller, il y avait une réunion de la du Pays de Grâce il y a quelques années, c'est superbe, un très très beau lieu. Oui, Centre régional des arts de cirque, pardon, c'est marqué en plus sur la diapo. Je vous propose peut-être Florent de présenter donc en 7-8 minutes à la fois l'origine du projet, d'où ce projet est venu, et puis pourquoi le choix du statut de la SIC, et puis les liens avec les collectivités qu'on pourra approfondir avec Valérie. Vous pouvez diffuser, je crois que vous avez un diapo Oui, je vais essayer. que vous pouvez diffuser. Quelqu'un d'autre partage. C'est bon là, puisque vous pouvez. Je pense que c'est bon. Oui, parfait. Puis là, on va commencer le partage d'écran. Et donc, là, est-ce que Et ça donc là marche? aussi, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et puis on pourra prendre quelques questions après l'intervention. Hop. Alors, Piste d'Azur. Donc, c'est Centre régional des arts du cirque, dont l'activité principale, c'est l'enseignement des arts du cirque. Ça se tourne autour de plusieurs objectifs, donc la promotion des arts du cirque, l'animation territoriale et la professionnalisation des acteurs du secteur. En termes d'activités, ce sont des activités de pratique amateur, cours hebdomadaires, stages, interventions pédagogiques, notamment autour d'activités scolaires ou dans des établissements médico-sociaux principalement. Des actions de formation professionnelle avec une formation préparatoire aux écoles supérieures, une formation certifiante enregistrée au RNCP d'artistes de cirque et du mouvement, et de la formation de formateurs, et de la formation continue. Des espaces de résidence pour les compagnies, notamment les compagnies émergentes, un centre de ressources et une activité événementielle qui tourne autour de deux temps, les fêtes en piste qui sont les temps autour des fêtes de fin d'année et la piste au soleil qui est notre festival de fin d'année où toutes les activités se rejoignent euh, sur un festival d'une dizaine de jours autour de la Pentecôte. Donc ça, c'est le panorama très succinct des activités. En termes de chiffres, c'est donc un budget de 600 000 euros par an, un chiffre d'affaires de 280 000 et des subventions à hauteur de 315 000. On va dire, avant Covid, on avait atteint la parité, c'est-à-dire un financement équivalent entre chiffre d'affaires et subvention. Et on revient progressivement depuis la fin du Covid. 18 salariés, donc 9 et demi à peu près équivalent temps plein. En termes d'activité, donc 3000 élèves par an, dont 375 qui sont des pratiquants hebdomadaires, donc qui sont présents, qui fréquentent le site toutes les semaines. Le reste étant du public qu'on touche via les activités scolaires ou les activités sur les centres médico-sociaux, comme j'en parlais. 13 compagnies accueillies, 130 jours de résidence. 2500 heures de formation professionnelle par an et puis à peu près 3200 spectateurs sur les événements qu'on organise ou sur les événements où on est en coproduction, ce qui peut arriver notamment avec nos partenaires principaux qui sont le Théâtre de Grâce sur des temps comme la Nuit du Cirque, qui est un événement national annuel, ou qui peut être également avec le musée Ferdinand Léger, où on a un partenariat annuel aussi de programmation et de carte blanche aux jeunes artistes émergents. Florent, les diapos sont coupées. Oui, oui. Ah bon?
Bon, Coupé Ouais. pas comment? grave, je vous Ben, transmets. on voit pas ni le bas ni le côté droit. Ah, c'est pour ça que j'ai un cadre sur le truc. Pardon, hein, je t'ai interrompu, hein. Non, non, c'est très bien, parce que si on voit rien, ça sert à rien de montrer quelque Si chose. on voit, c'est coupé un petit peu à droite, Ouais, c'est écrit engagement, mais on diffusera les diapos juste après. Allez-y, continuez. ouais, ouais. Euh, En fait, je vois le cadre qui va pas du tout. J'arrive pas à le déplacer. C'est pas grave. Allez-y. J'en étais où? J'en étais à les origines de l'activité. Donc, ça part d'une activité qui naît au sein d'une maison pour tous, un atelier simplement, mais qui coïncide avec l'émergence du cirque contemporain en France et le développement des écoles de cirque. Et qui se développe sur toute une structuration d'activité, allant même jusqu'à la création d'une formation professionnelle au sein de cette maison pour tous en 1999. En 2004, il y a une scission au sein de la Maison pour tous et se crée Piste d'Azur sous forme associative et qui correspond également à l'émergence de l'agglomération du Pays de Grasse, qui était un peu plus, territorialement un peu moins de communes à l'époque, parce qu'il y avait 5 communes, mais ça correspondait aussi à l'émergence de ce projet territorial et la volonté d'y inclure un projet culturel fort, notamment en lien également avec le théâtre de Grasse. Et 2016, donc la transformation en cycle. Donc cette transformation, elle était sous-jacente depuis de nombreuses années, hein, puisque les cycles apparaissent en 2001, et c'est quelque chose qui nous a intéressé beaucoup parce que la présence et le portage des salariés du projet est toujours assez fort, et que la SIC était à ce moyen justement d'inclure l'intégralité des parties prenantes dans la gouvernante, dans la gouvernance, pardon, y compris les salariés. Donc on y a travaillé, réfléchi, puis les statistiques aussi a eu un développement plus particulier à partir de la loi de 2014 sur l'ESS, la loi Hamon, et c'est aussi ça qui a facilité la décision. Et puis aussi un accompagnement de l'URSSCOP qui nous a aidé dans cette transformation de la coopérative. Vous allez fêter vos 10 ans l'année prochaine. C'est ça. Il y a un gros anniversaire qui est prévu. Oui, il y en a plein, il y a tout le temps des anniversaires parce que c'est aussi la 20e piste au soleil sur le territoire, donc il y a plein de adaptation. Donc pourquoi la SIC a été choisie? Donc j'ai dit hein, principalement le premier élément, c'était cette question de la gouvernance et de l'implication des différentes parties prenantes à leur juste engagement. Une deuxième raison, c'est la capitalisation, ce qui a permis aussi de faire rentrer des fonds propres dans la structure, on va dire de manière plus volontariste que ce que se pouvait le faire au niveau associatif, et une réflexion autour d'une évolution du modèle économique vers une plus grande proportion de ressources propres. Et puis la dimension aussi qui nous était chère de réflexion autour de l'innovation sociale et comment on construit des modèles d'entrepreneuriat d'action culturelle, voilà, qui soient innovants et qui prennent en compte les acteurs et les actrices du territoire. Voilà. Alors, l'organisation, donc, c'est 62 sociétaires, personnes physiques et morales, un capital qui est cette année-là à 42 750. En termes de répartition des collèges, donc on a donc le plus gros volume, ce sont les partenaires, hein. Donc les partenaires, ce sont des individus ou des personnes morales qui ont un lien, on va dire, qui souhaitent participer au projet de Piste d'Azur, mais qui n'ont pas forcément un lien direct euh, de,
d'action. Les bénéficiaires sont par contre des gens qui bénéficient de l'action de la coopérative. Et les salariés, bon, on voit très bien ce que c'est, et les collectivités aussi. Donc, les collectivités sont au nombre de deux. C'est la CAPG, bien sûr, qui est le principal soutien du projet, et la commune de La Roquette-sur-Siagne, qui est la commune d'implantation du site de Piste d'Azur. Donc on a parlé d'une personne, une voix tout à l'heure, mais c'est vrai que dans les SIC, il y a la possibilité de pondérer par collège. Et donc il y a eu une pondération par collège qui permettait de l'ajuster. On souhaitait que la part des salariés soit quand même bien prise en compte dans la dimension de la gouvernance, mais que on garde quand même cette histoire associative et cette histoire qui est aussi liée à l'éducation populaire, de participation des bénéficiaires, et qu'ils aient encore une large part dans la gouvernance de la structure. Le collège des partenaires, donc qui est un peu plus, voilà, un peu moins élevé en termes de participation, et les collectivités également, tout en sachant que les collectivités également un poids, on va dire, pas forcément au-delà de la gouvernance, puisque leur soutien est prépondérant à l'existence du projet. Donc, on va dire que le poids indirect est quand même assez important. En termes de soutien, donc on est soutenu par les communes en direct, mais par du soutien logistique, par la collectivité, par du subventionnement et de la mise à disposition des équipements, qui sont des équipements assez remarquables par rapport à tout ce qui peut se faire au niveau national et européen sur l'enseignement des arts du cirque. On en voit un petit bout derrière moi là, mais c'est plus grand que ça encore. Le conseil départemental, le conseil régional et la DRAC qui soutiennent en fonction des activités et des projets. Parce que, excuse-moi, les équipements appartiennent à la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Oui, les équipements appartiennent à la collectivité. Nous équipons les équipements. D'accord. Mais les équipements appartiennent à la collectivité. Bâtiments et chapiteaux. Bâtiment et chapiteaux. OK. Voilà, et puis un dernier petit mot sur ce qui est sur la coopération avec la collectivité. C'est vrai que peut-être Valérie précisera aussi, mais que ce soit avec Valérie ou avec le service et la direction de la culture, ou également avec les services du campus territorial de Grasse, dans lequel on est inclus en tant que lieu d'enseignement, on est vraiment sur une coopération. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une collectivité qui prescriptive ou un établissement qui est demandeur de financement. On est vraiment sur une réflexion commune, je trouve, et ce qui est assez intéressant par rapport à ce que je peux voir parmi mes autres collègues qui travaillent ailleurs sur d'autres territoires, une réflexion commune de qu'est-ce qui fait la caractéristique du territoire et qu'est-ce qui est important d'y développer, de développer et de travailler ensemble sur ce développement. Et sinon, je vous propose de passer tout de suite la parole à Geneviève Fontaine pour avoir un éclairage d'une autre SIC avant que Valérie, tu puisses voilà, rebondir sur les deux présentations, parce que on a bien vu qu'il y a des modes de relation avec les collectivités qui sont à différents niveaux et qui vont être différentes entre les deux. Merci beaucoup pour la présentation. Euh, Geneviève, je suis désolée, on a pris un petit peu de retard. Je veux bien que tu présentes un peu le cadre de la SIC Tetris, donc un peu pareil sur les origines du projet, pourquoi le choix de la SIC et les liens avec les collectivités. Ok. Vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, J'ai partagé l'écran, j'espère que c'est vous m'entendez. bon, c'est parfait. La SIC Tetris, elle est créée en 2015. Ce n'est pas une évolution d'une association vers une SIC, c'est une création ex nihilo d'une SIC à partir d'une réflexion d'une association en fait d'éducation populaire qui est sollicitée par la collectivité. Donc l'association Evaleco est sollicitée par la collectivité, donc le pôle Azur Provence à l'époque, pour, euh, pour aller répondre au premier appel à projet pôle territorial de coopération économique.
parce qu'on agrège dans un tiers-lieu qu'on a déjà à l'époque différents acteurs et on va répondre à ce pôle territorial de coopération économique, enfin à cet appel à projet. On n'est pas sélectionné et donc pas retenu, mais bon, la dynamique continue. Et en 2015, il y a un nouvel appel à projet sur les pôles territoriaux de coopération économique. Et à ce moment-là, l'association Evaleco considère que c'est beaucoup trop gros pour elle, que ça ne correspond pas à sa mission, enfin, à son objet social. Et il va y avoir toute une réflexion sur l'année 2015 à la création d'un outil dédié, d'un outil de territoire dédié effectivement à la prise en compte de certains projets collectifs avec la collectivité locale. Donc l'origine, c'est vraiment les statuts de la SCIC Tetris qui se créent en 2015 ont été faits, ça a pris 6 mois et Valérie Tétu, qui est présente, participait à l'écriture de ces statuts, puisque c'était vraiment créé comme un outil pour pouvoir répondre à certains projets à la fois territoriaux et en même temps soutien public au niveau national. Aujourd'hui, on a donc 70 sociétaires, 18 personnes morales, 52 personnes physiques, 2 collectivités locales, la communauté du Pays de Grasse, l'agglomération du Pays de Grasse et comme pour Piste d'Azur, la commune de Gréolières sur lequel le tiers-lieu qu'on gère actuellement, le tiers-lieu des Grandes Roches, est installé. Donc Tetris, c'est vraiment à cheval sur la politique de soutien aux pôles territoriaux de coopération économique et la politique de soutien aux tiers-lieux. On a les deux voilà, dans le jeu. Et pourquoi une SCIC? Parce que en partant d'une association d'éducation populaire, très, très ancrée donc, dans les pratiques de l'éducation populaire, c'était le seul modèle de société qui permettait de continuer à avoir la participation des habitants, la participation des autres acteurs associatifs et socio-économiques et la participation de la collectivité locale pour mener des projets de territoire qui dépassaient l'objet social de l'association Evaleco du départ. Donc c'est vraiment la recherche d'un statut juridique qui permettait l'intégration de toutes les parties prenantes, mais avec cette attention portée, on va en reparler, à la participation des habitants et à l'engagement des habitants dans l'outil juridique qui est la… Voilà, la particularité de Tetris, c'est aussi, ça signifie transformation écologique territoriale par la recherche et l'innovation sociale. Donc, c'était aussi doter le territoire d'un centre de recherche appliqué, directement ancré sur le territoire. Voilà, et donc le travail sur l'innovation sociale qui débouche aujourd'hui aussi sur l'intitulé du service que Valérie dirige. Et c'est très bien. L'innovation sociale est vraiment ancrée sur ce territoire et c'était l'objectif. Tetris ayant été reconnue, c'est la seule structure de l'économie sociale et solidaire en France à avoir été reconnue jeune entreprise universitaire. Donc c'est la seule parce que normalement, c'est des entreprises qui sont créées au sein des universités. Et donc, il y a eu ce label, alors on l'a toujours, mais on est plus jeune, donc on a toujours un programme de recherche, mais nous, on a fêté nos 10 ans l'année dernière, donc on ne peut plus bénéficier du jeune, une entreprise universitaire, mais on bénéficie toujours de la labellisation de notre programme de recherche propre par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Alors, le fonctionnement, parce que là, ça défile plus vite que ce que je veux. Là, voilà, le fonctionnement, juste pour aller vite. Donc là, la prochaine AG qui a lieu demain, donc vous voyez, je suis entre les deux, on sera 72 sociétaires, donc voilà, 70 à la date d'aujourd'hui, 72 demain. Voilà, c'est un peu… voilà, on a 10 catégories et ces catégories sont regroupées en collèges de vote. Et on n'a que 6 collèges de vote. Donc, on a choisi de regrouper certaines des catégories juridiques qui définissent les droits de propriété, parce que ça, c'est pour bien éclairer pour ceux qui ne connaissent pas. Les catégories juridiques d'entrée dans le sociétariat, ça définit les droits de propriété, donc combien chaque catégorie doit acheter de parts sociales pour pouvoir entrer au sociétariat. Les collectivités, par exemple, doivent en acheter 5, alors que par exemple, les bénéficiaires n'en achètent qu'une.
et que les personnes physiques peuvent même l'acheter en fractionnant, en 5 paiements, de façon à ce que ça ne pèse pas trop lourd sur leurs finances. Voilà. La part sociale est à 100 euros. Et le but, c'est qu'il y ait le maximum possible d'habitants qui rentrent aussi dans le sociétariat. Les collèges de vote regroupent les catégories et il y a une particularité, c'est les flèches rouges. Les gens qui rentrent dans la catégorie bénévole, donc souvent beaucoup d'habitants, de personnes physiques qui sont là pour soutenir les projets. Ça vient vraiment de la partie EducPop qui était là avant. En fait, sont les seuls qui vont pouvoir, au début de chaque assemblée générale, choisir dans quel collège de vote ils vont en fonction de leur sentiment de proximité avec le projet au moment de l'AG. Pourquoi ça? Ça peut paraître compliqué. Donc, s'ils se sentent très investis en ce moment, ils peuvent aller dans le collège des locomoteurs, ceux qui sont vraiment là tout le temps, qui regroupent aussi les salariés, et certaines structures qui, elles, ont choisi de payer 10 parts sociales pour pouvoir rentrer. Donc, vraiment, qui choisissent de soutenir fortement et d'être fortement impliqués. Les habitants peuvent aller dans le collège des chercheurs. Si c'est en ce moment, ils suivent plutôt les projets de recherche. Ils peuvent aller dans le collège des bénéficiaires s'ils ont l'impression de bénéficier de l'action. Et dans le collège aussi des partenaires s'ils se sentent un peu plus éloignés. Pourquoi ça? Très, très important, c'est qu'à chaque AG, personne ne peut savoir comment seront composés les collèges de vote avant la constitution des collèges en début d'AG. Et le but, c'était d'éviter qu'il puisse y avoir des ententes entre les structures, entre les acteurs socio-économiques, les collectivités locales, et que ça mette en péril la participation réelle des habitants et des citoyens, qui auraient pu, eux, ne pas pouvoir s'entendre sur des choix avant. Et donc, personne ne peut connaître la composition de 4 des 6 collèges avant. Voilà, ces 4 et 6 collèges ayant entre eux aussi une capacité de blocage ou de décision, enfin, d'un côté. Donc, c'était vraiment pour garantir que la participation des habitants soit toujours respectée, y compris dans les AG, avec l'impossibilité pour les structures personnes morales de s'entendre avant. Je pourrais répondre après, après des questions. Donc, on a une finalité qui est la transformation écologique des territoires. Des moyens pour le faire, c'est la recherche et l'innovation sociale. On s'appuie sur 2 outils de l'économie sociale et solidaire, les PTCE et les tiers-lieux. On a un programme de recherche pluriannuel et en fait, on dote le territoire de quelque chose qui existe peu, c'est-à-dire une recherche en circuit court. C'est-à-dire un réatterrissage de la recherche et des produits de la recherche le plus rapidement possible sur les projets de territoire. On choisit toujours d'être totalement transparent. Donc voilà, l'évolution. L'évolution montre que nos produits sont pour une plus grosse part des produits aujourd'hui de la vente que des produits de la redistribution, que ce soit public ou privé. Une très forte baisse des subventions publiques qui viennent de l'Europe et de l'État sur les dernières années. Donc, ça a été divisé par 2. Et si je vous mets 2025, c'est de nouveau divisé par 2. On est à 100 000 euros. Donc, on a eu 2 fois une division par 2. Pendant un moment, les collectivités locales, en particulier le département et le PCI, la collectivité donc, du Pays de Grâce, ont pris le relais. Et puis, ça s'estompe aussi, puisque en 2025, il n'y a plus que 10 000 euros d'un EPCI. Donc voilà, donc une chute colossale des subventions publiques, un développement des ressources marchandes en parallèle, mais qui ne suffit pas et qui fait apparaître un résultat négatif. Voilà. En même temps, un très gros effort d'investissement qui se voit dans l'évolution du bilan pour essayer de rebondir et de développer de nouvelles activités. Mais on fait partie des structures de l'ESS qui sont aujourd'hui en fragilité. Donc des cycles qui n'ont plus de soutien public. Je finis là-dessus. Le centre de recherche, nous, on a beaucoup travaillé et écrit sur les liens entre collectivités locales et sociétés coopératives d'intérêt collectif, avec cette idée de dire où est-ce qu'une collectivité locale peut intervenir. Il y a des interventions à la fois dans le sens du projet, dans la définition des besoins collectifs d'un territoire,
dans la définition des projets qu'on va pouvoir travailler en commun, puisque la collectivité est sociétaire, elle participe de la définition, de la co-définition de l'intérêt collectif de la société collective, de la SIC, du projet commun, des différents projets qui sont mis sur le territoire. Il y a quand même aussi ensuite un rôle de financeur potentiel et un rôle d'acteur au sein de la collective de la SCIC aussi, hein, dans la coélaboration, co-construction, coproduction, évaluation participative des projets. Voilà. Et puis, il y a un lien très important aussi entre la SIC et la collectivité locale sur la capitalisation des actions menées, que ce soit des réussites ou des échecs, hein, que c'est réussi ou pas réussi. Le travail partenarial entre la SIC et la collectivité locale, c'est aussi de capitaliser sur ces actions pour pouvoir développer de nouveaux projets. Voilà. Merci beaucoup Geneviève. Je pense que ce petit schéma va être très utile pour les uns et les autres parce que c'est effectivement une belle synthèse des différentes façons dont les collectivités peuvent soutenir, accompagner les SIC et aussi comment la SIC contribue est un acteur du territoire et donc du projet de territoire. Euh, Valérie, alors, donc là, on a vu deux sites un peu emblématiques du territoire. Est-ce que c'est comment dire, une politique délibérée de la collectivité depuis d'avoir ce soutien au SIC? Est-ce que, voilà, comment ça s'est fait? Éventuellement, peut-être les difficultés rencontrées? Alors, voilà, assez rapide, et puis on aura, après l'intervention de la Corse, un point sur un peu les points d'attention et surtout les recommandations. Voilà. Euh, Ouais, merci Anne-Laure. Merci Geneviève, parce que du coup, je pense que le schéma de Geneviève, effectivement, présente très très bien quel rôle en fait et quels apports et quels échanges on peut avoir entre la collectivité et la SIC. Comment la SIC en fait peut être un outil au service de la co-construction des politiques publiques sur les territoires. Alors, on va pas dire que c'est une politique volontariste que de soutenir le développement des SIC sur le territoire. C'est bien à un moment donné, parce on a eu une politique publique volontariste de soutien à l'économie sociale et solidaire, que des projets se sont présentés à nous et que nous avons été dans des logiques de co-construction de ces projets, car à un moment donné, on s'est retrouvé à rentrer au sociétariat de deux SIC sur le territoire qui vous ont été présentés. En fait, c'est complexe parce qu'en fait, rentrer au sociétariat d'une SIC, c'est changer de posture pour la collectivité. C'est-à-dire que la collectivité, elle sait fonctionner dans un modèle vertical, soit en recevant des projets qu'elle subventionne, soit en commandant des prestations. Mais travailler dans la co-construction des politiques publiques, c'est complexe et parfois même nos outils juridiques, administratifs ne nous autorisent pas à nous mettre dans cette posture. Or, les SIC, c'est vraiment un outil au service de cette co-construction sur les territoires qui nous permet, qui nous autorise à nous mettre dans cette posture de co-construction. Alors, c'est pas toujours facile et nos élus, il y a fallu les convaincre parce que c'était pas acquis que les élus comprennent. Il a vraiment fallu expliquer le modèle de la SIC, rassurer, parce que on a eu des sujets qui étaient ah bah si on rentre au sociétariat et que la SIC fait faillite, combien ça va nous coûter? Donc il y avait vraiment voilà, des questionnements forts par une méconnaissance et donc on a été vraiment amené à répondre comme comment on dit, ces systèmes de questions-réponses, un FAQ, pour vraiment rassurer en fait nos élus et leur permettre de rentrer le plus sereinement possible à l'intérieur de ces projets. Euh, voilà. Après, on voit bien l'utilité que ça peut avoir sur les territoires dans cette posture de co-construction. Vraiment, on peut vraiment utiliser les cycles. Enfin, moi, je le vois comme ça, comme des outils au service de l'expérimentation sur les territoires. On voit bien cette co-construction dont a parlé Florence sur la politique culturelle de notre communauté d'agglo, sur comment ça s'appelle l'éducation
artistique et culturel, tout ce programme dans lequel vraiment la SIC est partie prenante dès la première réflexion jusqu'à la mise en œuvre. Et donc, c'est vraiment des outils qui sont vraiment intéressants pour travailler nos politiques publiques, comme le disait Geneviève aussi, avec Tetris qui comprend ce centre de recherche qui est intégré. On est vraiment dans une logique de laboratoire d'expérimentation où on va vraiment pouvoir tout de suite tester, on réfléchit, on a un concept, on a une idée, on l'applique, on le teste, on l'évalue, ça fonctionne pas, on réajuste. Et donc, en ça, c'est vraiment des outils qui sont extrêmement intéressants. L'histoire qu'on va voir avec Florence Baccellier et Karine Bally est assez différente puisque on part d'une concession de service public à l'origine avec un contrat de location-gérance jusqu'à une approche volontaire de la collectivité de gérer les eaux de Rexar en SIC. Et donc, Florence et Karine, je vous laisse présenter un petit peu l'origine du projet, le choix du statut SIC, alors qui est assez différent de la Piste d'Azur, où on a une association dont on a vu l'intérêt pour elle de passer en SIC. On a vu aussi avec Geneviève et Valérie autour de ce projet de territoire co-construit entre des acteurs et la collectivité avec une place importante aux habitants. Là, on est plutôt sur une initiative de la collectivité au départ, si je ne m'abuse. Et donc, pourquoi ce choix de la SIC par rapport à un choix autre, type société publique locale ou gestion directe par la collectivité? Florence Oui, et Karine, je ne merci. sais pas comment vous répartissez. Alors, je commence. Alors, juste une précision, Anne-Laure, c'est la collectivité de Corse, parce qu'il y a eu la fusion de la région et des deux conseils départementaux. C'est plus collectivité Ah, pardon, territoriale de j'ai Corse, laissé c'est collectivité collectivité de territoriale. Corse. Ce n'est pas grave, c'est juste une petite précision, voilà, sur le programme. Alors, quelques éléments rapides, on va dire, de contexte pour poser le cadre. Alors, l'Assemblée de Corse a approuvé donc un cadre de référence pour le développement de l'économie sociale et solidaire, dans lequel un des axes d'orientation stratégique vise à, on va dire, à repenser et transformer l'emploi et redonner du sens au travail. Et en fait, c'est dans le cadre de la co-construction de ce nouvel écosystème de l'emploi que la collectivité de Corse s'appuie sur la démarche déployée par l'ESS au travers du soutien aux coopératives. Donc voilà, la SIC en fait en fait partie en tant qu'outil de renouvellement de ce partenariat public-privé plus équilibré qui prend en compte justement les intérêts de l'ensemble des parties prenantes, dont on va dire ceux des salariés. Alors pour nous, bien entendu, pour la collectivité de Corse, elle constitue un outil stratégique de gouvernance partagée et de développement territorial résilient. Alors, Julie Paganelli, la directrice de la CRES, a fait un petit focus. Il existe 14 entreprises, mais je voulais juste préciser donc sur des exemples concrets. Après, je laisserai la parole à Karine Bally, vous avez parlé de Télépaèse. Donc, juste, je voulais partager des éléments, on va dire, de diagnostic au niveau national. Donc, il y a 283 médias par rapport à la SIC Télépaèse qui ont adopté un statut de société coopérative. Et Télépaèse est la seule télévision adoubée par l'ARCOM. C'est l'ex-CSA, c'est l'autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Et donc ça, c'est intéressant parce que la collectivité a accompagné depuis ses débuts. Télépaèse existe depuis 20 ans. C'était une association et nous l'avons longuement accompagnée pour qu'elle puisse se transformer en SIC. Elle va fêter ses 20 ans. Elle est en SIC depuis 13 ans et aujourd'hui, elle compte 9 salariés, 2 alternants, 10 intervenants externes. Donc voilà, comme vous l'avez cité, je voulais juste faire un petit focus et partager ces éléments au niveau national. Donc, pour vous arriver sur l'exemple vraiment concret de la toute dernière SIC créée, et nous sommes assez fiers, donc bon, avec la SIC des Odoretz, je vais passer la parole à Karine Ball.
Donc, oui, quand même, comme vous l'avez très justement dit, Anne-Laure, effectivement, voilà, c'était en concession, c'était une exploitation. Donc, la source est publique, hein, voilà. Je pense que le point de départ, il est là. La source est publique. Elle a été exploitée pendant plus de 30 ans par un entrepreneur héritier, donc marié avec l'héritière de Marne-et-Champagne. Donc, il y avait quand même une vision de ce qu'est la mise en bouteille et le réseau de distribution. Donc, originaire de Castaniche, M. Morat a très naturellement proposé de reprendre cette exploitation, enfin de créer cette exploitation. C'est lui qui crée l'usine. Et donc, avec les départements, pendant des années, ont été signées des conventions de location-gérance, comme vous l'avez justement dit. Sauf qu'au moment de la fusion avec les départements, la collectivité de Corse venant au droit des départements se retrouve avec ce patrimoine. Les services juridiques s'interrogent, le contrôle de légalité également, et les jurisprudences successives sont venues conforter le fait qu'une source, l'exploitation d'une source naturelle même placée sur le domaine public relevait strictement du domaine commercial. Et donc, la concession qui s'applique au service public, hein, on délègue un service public, ne pouvait pas rentrer dans cette catégorie. Donc, nécessairement, il a fallu se réinterroger sur le modèle. Et les salariés, donc informés de ce dispositif et de la fin définitive du dernier contrat de location-gérance, donc il a été signé en février 2021, en précisant bien qu'il serait non renouvelé à son terme, donc 4 ans, pour trouver des solutions. Les salariés ont contacté la Fédération des SCIC et des SCOP et ont souhaité proposer une SCOP. Donc, la collectivité nécessairement associée au dispositif, puisque propriétaire. Excusez-moi, juste des salariés de M. Morat. De l'usine. Voilà. Ok, c'est ça. ok. Les salariés de la société exploitante, pour le coup, voilà, de la société toujours exploitante jusqu'au 24 février 2025. Donc, on a essayé d'anticiper ce mouvement, puisque c'était quand même très clairement mentionné dans la délibération de l'Assemblée de Corse. Sont revenus vers la collectivité en disant, bon, vous êtes propriétaire, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons commencé à discuter avec la fédération. Effectivement, tous les modèles que vous évoquiez, la régie, comment aller au bout, on a étudié tous les processus possibles. Et effectivement, la SCIC s'est vraiment avéré comme le modèle le plus évident, notamment avec cette notion d'utilité sociale et développement du territoire. C'était vraiment central dans le cœur du projet, parce que le but de la collectivité était de récupérer cette source en tant que bien public d'une part, évidemment, mais en tant que potentiel économique dans une vallée comme la Castaniche, qui est une vallée isolée et rurale, et de pouvoir redévelopper ce territoire à partir d'une exploitation industrielle, ce qui est quand même assez notable. Voilà. Et donc, on a mis en place toute une réflexion, on a mis un système avec le service juridique et la fédération où régulièrement on avançait. Donc moi, à titre personnel, j'ai travaillé donc sur ce modèle économique et je devais accompagner la SCIC jusqu'à la création le 25 février 2025. Donc il y a eu l'Assemblée générale. On a beaucoup travaillé autour des collèges, donc comme je le précise dans la slide suivante, voilà. On est arrivé à un équilibre avec 5 collèges. Donc, la collectivité de Corse, évidemment, parce que nous sommes propriétaires. La volonté des élus de la collectivité de Corse a été d'associer aussi les maires de la vallée, qui soutenaient très fortement le projet et qui voulaient que cette industrie reste, il ne fallait pas que ça ferme, en fait. Donc, ils ont eu une approche très proactive pour accompagner le dispositif. Donc, on a mis les 14 communes de la vallée et la communauté de communes dans un collège. Les salariés, évidemment, et il est important de noter qu'il y a 27 salariés, que les 27 adhèrent, sont coopérateurs, donc il y a eu une unanimité par rapport au modèle de gouvernance proposé. Les associations de valorisation du patrimoine, puisqu'au-delà de la fabrication d'une bouteille d'eau, il y a toute une histoire autour d'Oretz, toute une histoire autour de la vallée d'Oretz. Et donc, l'idée, c'était d'associer aussi les associations de cette vallée qui contribuent à la valorisation du patrimoine, à des actions de formation, beaucoup d'actions en faveur de la jeunesse. Voilà, donc c'était important de pouvoir les avoir dans le sociétariat. Et enfin, on a ouvert un collège partenaire financier avec la CADEC, qui est un organisme de formation, donc un regroupement de banques, qui est un organisme corse, et
et qui, Financier. voilà, qui est là pour faire du portage, en fait. L'idée, c'est que la CADEC, dans 3 ans, sorte et on fasse rentrer un industriel, parce qu'il est quand même à un moment donné important de pouvoir de faire entrer dans le dispositif un industriel, parce que pour l'instant, on consolide l'existant et on travaille sur ce que M. Morin nous a laissé. Mais l'idée, quand même, à un moment donné, de développer l'outil industriel. Et pour ça, c'est bien qu'il y ait des gens du métier dedans. Donc, pour l'instant, on ne fait rentrer personne parce qu'on avait besoin de consolider la gouvernance, on avait besoin de se réapproprier l'outil pour pouvoir le stabiliser et vraiment l'ancrer dans la dynamique qui était la nôtre de rayonnement territorial. Donc, on agrège à la fabrication de bouteilles la création d'un centre d'interprétation historique qui va venir conforter la mémoire de cette usine, mais aussi la mémoire historique de la vallée, puisqu'on a le couvent doré, ça on a voilà avec Pascal Paul, voilà il y a beaucoup d'histoires autour de la vallée dorée. Donc on travaille sur un centre d'interprétation historique, une boutique évidemment, et nous sommes mécènes de Scola Gours, qui est une école privée d'immersion en langue corse, agréée évidemment par l'Éducation nationale. Et dans le cadre de ce mécénat, nous allons réorganiser la visite des enfants sur le site en essayant de développer vraiment tout ce qui est question de transition écologique et valorisation du patrimoine, qui soit naturel, culturel, historique, mémoriel. Voilà. Donc, il y a beaucoup de dynamique territoriale en dehors de l'outil industriel, si vous voulez. On l'a voulu comme le nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement qui allait accompagner un développement du territoire. On est mécène du couvent doré, on va rentrer en réhabilitation du couvent, donc la société Auré, ça sera mécène, il y a le couvent d'Alando, etc., etc. Voilà, donc c'est le point de départ, c'est vraiment l'eau minérale, évidemment, en bouteille, qui est connue, qui se vend. On fait actuellement 13 millions de cols. Donc, c'est pas évident, on est d'accord, mais au niveau des eaux minérales naturellement gazeuses, on est bien positionné. On a eu la médaille d'or du goût, on a eu la médaille d'argent. Donc, c'est une eau qui, je dirais, n'aurait pas eu besoin de la collectivité de Corse pour vivre et se développer. C'est une eau qui pétille à tous les niveaux. C'est une eau qui pétille à tous les niveaux. Voilà, mais vraiment, l'idée, j'insiste là-dessus parce que c'est important. L'idée, c'est justement de pouvoir se réapproprier cette richesse, au sens financier du terme, mais patrimonial et industriel, pour pouvoir rayonner sur le territoire et faire du développement territorial. Donc, dans la slide gouvernance, j'ai fait la différence entre répartition, capital social et droit de vote. La fédération en parlera beaucoup mieux que moi, mais c'est important peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui s'interrogent peut-être sur ce modèle de gouvernance et ce modèle économique. Il est important de faire la différence entre les deux. Et là, on le voit, la collectivité de Corse, par exemple, a 40% de part sociale, mais à 50% de droit de vote. Voilà, donc il faut bien faire la différence. Et ça a été un travail de pédagogie important dans le montant. Et ensuite, le partenaire financier détient quand même 27% du capital social, mais n'a que 10% des droits de vote, alors que les salariés en ont 20%. Et c'est vraiment une volonté aussi du modèle de mettre en avant les salariés pour bien leur montrer que si on est là, c'est aussi pour valoriser leur savoir-faire. On s'est appuyé sur eux et on s'appuie. Et moi, maintenant, puisque je suis prédestinée à prendre la direction générale à partir de janvier, je m'appuie énormément sur eux. Dans mon modèle de management, j'ai créé des groupes de travail. On a reproduit la gouvernance partagée et collégiale dans le management et l'opérationnel. Voilà, c'était important aussi de le préciser. Quoi vous dire d'autre sans vous assommer? Voilà, oui, j'avais repris le tableau fait par la fédération d'organisation, c'est la dernière slide, sur vraiment la séparation entre la présidence, l'assemblée générale qui définit les grandes orientations et derrière la direction générale, le travail des salariés. Et d'ailleurs, la fédération va venir la semaine prochaine en Corse pour former les coopérateurs salariés. Parce que d'un côté, ils sont patrons, mais de l'autre, ils sont salariés. Donc ça n'a pas été abordé dans notre discussion d'aujourd'hui, mais c'est quand même un point important parce que ça rend un peu schizophrène des fois. Et c'est important de leur expliquer que oui, effectivement, ils ont un droit de vote, mais
à un moment donné, il faut réinstaller une direction verticale et une gouvernance verticale, sinon ça fonctionne pas. Une personne, une voix, c'est intéressant, évidemment, dans la philosophie d'un projet, mais c'est ingouvernable si on veut vraiment rentrer dans une dynamique économique. Donc, il fallait trouver des solutions. On les a trouvées grâce au collège, et d'autres avant moi l'ont développé. Mais il fallait aussi une direction générale verticale avec des décisions qui sont prises et acceptées par tous. Voilà. Donc, nous allons, avec l'appui de la fédération, l'appui précieux de la fédération, expliquer à tout le monde qu'ils sont patrons, mais que c'est pas pour autant qu'il faut arriver quand on veut, partir quand on veut, prendre des bouteilles parce que finalement on en a besoin, voilà. Donc il y a eu quelques petits réglages quand même à mettre, hein, tout n'est pas rose. On va pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui parce que le but c'est quand même de montrer que ça fonctionne. On a augmenté la production de plus 20%, ce qui est énorme. On avait fait un prévisionnel, on est largement au-dessus de notre prévisionnel. On dégage première année d'exercice en 10 mois seulement 10 millions de chiffre d'affaires. C'est-à-dire ce que faisait l'ancienne entreprise sur 12 mois. Donc, on est assez satisfait de ce premier démarrage. Voilà, donc maintenant, il faut consolider, rassurer et puis continuer d'avancer petit à petit. Je précise qu'on n'a pas eu de subvention d'aucun organisme pour 2 raisons. La première, c'est que la collectivité de Corse était actionnaire majoritaire, donc arrivait déjà dans le capital avec une somme importante. Et la deuxième, c'est qu'on voulait prouver que le modèle économique pouvait s'autosuffire et c'est ce qu'on a réussi à faire. On a quand même eu le soutien, il faut le dire, puisque la fédération est présente, des outils de financement de la fédération, de Parges et Socoden, qui ont été importants et qui nous ont aidés à démarrer. Voilà. Valérie, tu... Oui, moi je voulais rebondir sur quelque chose qui a été évoqué, c'est la place des salariés dans la gouvernance. On voit très bien là sur le PowerPoint de présentation de l'organisation. Ce questionnement en fait du positionnement des salariés, de la contribution et de la place des salariés dans la gouvernance tout en ayant cette cette position de salarié, elle est vraiment en questionnement fort. Moi, je rencontre beaucoup de scopes aussi qui se posent énormément cette question. Et je pense qu'il y aurait vraiment des intérêts à faire discuter entre eux différentes SIC, scopes, etc., pour échanger sur ce sujet. Je pense que une gestion participative des RH est envisageable et possible. On n'est pas obligé forcément d'appliquer des modèles hiérarchiques. Mais effectivement, c'est un sujet complexe et certainement nouveau. Mais on connaît des structures et notamment des coopératives. Nous, on a une coopérative sur notre territoire qui est une clinique sous forme de coopérative qui s'appelle Le Calme, qui existe depuis des décennies et qui applique vraiment un modèle de gestion au quotidien participative de la structure en associant les salariés à tous les niveaux et c'est très intéressant. Leur mode de management est très intéressant. Donc, je pense qu'il y aura un échange à avoir sur ces sujets. Oui, moi, j'ai créé un groupe de travail RH, justement, puisqu'il fallait redéfinir l'organigramme. Il y avait des repositionnements, des reclassements de personnes. Et donc, tous les 15 jours, le groupe RH se réunit. Donc, il est composé des cadres des équipes de l'usine et des 2 représentants des salariés. Voilà. Donc, comme ça, je couvre l'ensemble des salariés. Ils font chaque fois remonter des informations. On a avancé comme ça sur le passage au RTT, sur la revalorisation salariale, puisque je ne l'ai pas dit, mais dans le modèle économique, on a quand même augmenté les salariés de 20% et on les a tous reclassifiés par rapport à la convention collective. Donc, il y a eu un gros travail de RH et un gros travail social. On a donné des jours pour les enfants malades, puisqu'on a dans l'entreprise 2 personnes qui ont des enfants avec des pathologies très lourdes, qui sont obligés, 3 salariés qui ont des enfants avec des pathologies très lourdes, qui sont obligés de partir, puisque vous savez que la Corse, c'est un désert médical et que c'est un gros sujet, donc ils sont régulièrement obligés de partir sur Marseille. Donc voilà, donc on a donné 3 jours par rapport à ça, on a donné des ponts, voilà, et malgré ça, on a augmenté la production de 20%. Donc, on voit bien que lorsque on implique le salarié dans une démarche participative, tout le monde est heureux en fait, puisque moi j'ai un confort de pouvoir avoir des gens qui sont pas en opposition,
et avec lesquels je peux discuter, des salariés heureux parce qu'ils peuvent s'exprimer, et même si j'ai pas suivi toutes les orientations, et même si j'ai été amenée à dire non, le non a été compris en fait. Il a été expliqué, il a été compris et il a été partagé. De la même manière, et c'est important de le dire, il y a peut-être une vision de la gestion de la chaîne de production, par exemple. Bon, moi, je suis quand même fonctionnaire de carrière depuis 28 ans. Le fonctionnement d'une chaîne de production, si vous voulez, je suis dedans depuis un an, mais c'est un sujet, hein, c'est pas si simple. Voilà. Donc, de la même manière, ils m'ont fait remonter des retours d'expérience de gestion opérationnelle, et alors que je l'avais pas forcément intégré, c'est des décisions que j'ai appliquées. Donc, ils se sentent écoutés et ils voient qu'en plus, derrière, donc, moi, je le prône, hein, ce modèle de partage, de gouvernance, de gouvernance coopérative, hein, pour le coup, parce que Du coup, si on a des salariés qui jouent le jeu, c'est gagnant-gagnant. vous êtes adhérent à l'URSSCOP, vous? Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, ce serait bien de pouvoir échanger, parce que nous, par exemple, on a une scope sur le territoire qui nous a beaucoup questionné sur ce sujet et qui est très en demande justement d'une réflexion autour de ces sujets et donc de partager les bonnes pratiques, c'est super. Ouais. Ben, on était à Avignon là, pour la réunion, le congrès de l'URSSCOP, PACA. Voilà, donc à ce moment, il y a eu une tribune et on était en tribune avec Duralex, justement, avec Scopti, et on a pu avoir ce genre d'échange. Ouais. Parce qu'il y a quand même eu des questions dans l'Assemblée qui disaient, par rapport notamment à Scopti, où le nouveau directeur était l'ancien syndicaliste, hein, quand même, qui a mené la grève 336 jours. Voilà. Et donc, j'ai dit, mais à un moment donné, vous étiez syndicaliste à la tête d'un mouvement très fort de contestation. Et là, aujourd'hui, vous êtes directeur, comment ça se passe? Et il a dit, il y a des jours, c'est compliqué. Donc, effectivement, la fédération, l'URSSCOP a organisé ce moment d'échange et c'était très, très bien. C'est vrai que Peggy Calvé, elle est partie, mais c'est un des sujets sur lesquels il travaille beaucoup au sein des URSSCOP et au sein de la Confédération générale des SCOP, c'est la relation avec les salariés, qui concerne les SCOP et les SIC, mais aussi les associations, mais c'est un autre sujet. Moi, j'avais une question sur les salariés. Quelle est la part des salariés qui sont sociétaires, qui 100%. ont 100%. 100%, ils ont tous pris une part, Ah oui, d'accord, oui, dans oui, oui, c'est ce que je disais, ils sont 27 et les 27 sont les sociétaires. 27 Oui, ont pris. oui, oui. D'accord. Et avec des participations à 2 900 euros par personne. Hein. Donc, c'était pas 50 euros la part. Hein. Ils ont mis 2 900 euros en capital, chacun. Ouais, ouais. Juste un petit point par rapport, puisque la question a été posée sur l'URSSCOP. C'est vrai que ça aussi, c'est nouveau pour la collectivité de Corse, puisqu'il y a une convention de partenariat qui a été signée pour accompagner justement à la création de sociétés coopératives sur le territoire. Elle a été signée, c'est le 18 juillet 2024, entre la collectivité via l'ADEC, son agence de développement économique, et la délégation régionale. Donc voilà, ça aussi, c'est nouveau pour aller encore plus loin dans l'accompagnement à la création et au développement de sociétés coopératives. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ou témoignages? Alors, j'ai bien Oui, une Léa, bien question sûr. pour les différentes skips. Merci beaucoup, c'était très intéressant et puis en plus avec des manières de se construire très différentes les unes les autres, donc merci beaucoup. Et donc je suis Léa Hermange, nouvellement chargée de mission ESS au sein de la métropole de Toulon, Provence, Méditerranée. Et comme vous avez pu le voir sur le graphique, nous n'avons pas beaucoup de scope et de skip. Et je viens d'une ancienne scope, donc je vois très bien le modèle gouvernance partagée. Donc je suis assez convaincue. On a un tiers-lieu qui est en train de se monter au sein de la métropole, enfin un tiers-lieu scientifique. Et donc, il n'y a pas encore de modèle de gouvernance qui a été adopté, mais il y a vraiment cette volonté d'avoir une gouvernance partagée. Donc je me dis que la skip, bon, vous m'avez compris, serait un super modèle. Moi, je me posais la question par rapport au financement, puisque là, j'ai vu que sur les deux premières, il y avait des financements, notamment, enfin, un tableau de financement sur les subventions.
quel business model on doit apporter pour avoir ce statut, puisque ce qu'on nous présentait au démarrage, c'est qu'il faut quand même une pérennité économique. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'il faut avoir pour avoir ce statut-là? Je- C'est Je peut-être. peux, enfin, je sais pas, vous m'entendez, Geneviève? Oui, Euh, Il y a, comme dans toutes les coopératives, la seule obligation, c'est d'arriver à salarier 2 équivalents temps plein au bout de 2 ans. Euh, Ok. Après, le modèle, la SIC, c'est vraiment le seul modèle de société dans lequel il peut y avoir du bénévolat, donc il peut y avoir des ressources dites réciprocitaires, il peut y avoir des ressources de vente, il peut y avoir des ressources tirées de la redistribution, publique, privée. Donc, il y a vraiment, c'est à vous de définir le modèle. C'est une entreprise, donc vous me parlez d'un tiers-lieu avec recherche. Donc, nous, il y a une partie de la recherche qui est financée par le crédit impôt recherche, ce qui suppose d'aller chercher l'agrément. Mais bon, il y a plein, en fait, de dispositifs différents et ça dépend vraiment du projet. En fait, il faut pas à la fois le véhicule juridique, ses statuts et son mode de gouvernance doivent dépendre intégralement du projet. C'est ce qui ressort des différents exemples et de l'histoire sur le territoire, de l'histoire du projet sur le territoire. C'est ça qui définit. C'est avec le dernier exemple qu'on a eu effectivement là sur la gestion d'une source et l'exploitation d'une source, on voit bien que c'est l'histoire qui détermine l'arrivée sur ce statut. Donc, mais après, le modèle économique, il se construit comme n'importe quelle entreprise. C'est une entreprise commerciale. Donc, comme dans n'importe quelle entreprise commerciale, elle se traduit avec une phase d'émergence, une phase de croissance, et puis des difficultés à sauter les étapes de la croissance. Et voilà. Enfin, merci Stéphanie. Bonjour. Donc, moi, je suis Stéphanie Bost. Je coordonne l'association Alice, Alliance Sciences Société. Et Geneviève, je suis ravie de pouvoir vous apercevoir parce que ça fait partie des structures que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer et avec qui échanger, dans laquelle vous êtes partie prenante depuis longtemps. Donc, j'étais ravie de pouvoir avoir vos différents points de vue. Je suis basée à Montpellier, mais c'est un réseau qui travaille au niveau national, comme le RTES depuis Lille. Merci beaucoup pour toutes vos présentations. J'ai plusieurs questions. La première, peut-être pour être légère et un peu sarcastique par rapport à la situation d'une autre eau minérale hein, qui n'est pas très loin de chez moi, qui est à Vergès, hein, qui n'a pas pris le temps de réfléchir à ce que pourrait être une SIC avec l'eau de Perrier. J'aurais voulu savoir s'ils ont eu la pertinence de vous contacter à Vergès pour envisager une autre forme de gestion d'une eau suite au scandale auquel on a fait face avec la gestion des eaux de Perrier. Et donc, j'aimerais juste savoir si là-dessus, il y a eu une réactivité. Deuxième question, en écho avec les différents schémas qui ont été mis en avant et le travail assez formidable de documentation qui a été fait par la SIC Tetris sur le lien avec le monde académique, est-ce que certaines autres SIC actuellement, dans celles que vous nous avez présentées, font un travail de documentation, travaillent avec le monde de la recherche et plus largement avec le monde académique? Voilà. Merci beaucoup de vos réponses. Alors, personnel, si c'était à nous qui était adressée la question sur le contact Perrier, non, pas du tout. Non, non. On est trop petit, on est trop petit. On n'existe pas. Non, 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 pas du tout. Mais si on avait pu aider, on aurait aidé, mais non, pas du tout. En tout cas, c'est Peuvent se rapprocher. intéressant à faire. Expertise, pour voilà, s'ils veulent se rapprocher, on va dire, de nous pour voilà, poser des questions sur le montage du projet. Ouais, mais bon. Je ne pense pas que le groupe Nestlé soit intéressé par ce type de. C'est bien, c'est là le sujet aussi plus directement avec le territoire de Vergès. En fait, c'est ce qui est très intéressant, c'est comment vous êtes revenu aussi sur l'historique de ce qui s'est passé sur le territoire. Comment finalement le contrat a été finalisé ou pas. Et ça va aussi en écho avec la deuxième question que je posais.
Est-ce que vous avez pu documenter toute cette réalité historique de ce qui s'est passé et le changement de braquet, en fait, que vous avez pris avec la nouvelle histoire qui est en train de s'écrire? Alors, documenter, c'est-à-dire. Je sais pas, prendre quelqu'un en thèse cifre, positionner Alors, à moi, quel... j'ai une particularité dans mon équipe, c'est que j'ai un doctorant, donc j'ai un bac+8 doctorant qui colle des étiquettes aujourd'hui et qui est effectivement voilà, spécialisé en anthropologie et spécialiste de la mémoire de la vallée. Donc, je l'ai mis sur le centre d'interprétation historique qu'on essaie de construire. Et évidemment, le sujet sera de revaloriser toute cette histoire-là, bien sûr. Ça va se faire, c'est en cours. Là, pour Ouais, non, mais l'instant, ouais, enfin, il y a tellement, c'est tellement depuis le 25 février, voilà, il y a eu tout ça. Il y a surtout la transition écologique aussi à assurer, parce que vous avez bien compris que l'ancienne exploitante, la transition écologique, c'était pas trop son sujet. Donc, on a un problème de traitement des eaux, on a un problème de captage sur la source, de limite de captage de la source qu'elle a un petit peu dépassé. Voilà. Donc, les bâtiments sont pas du tout écologiques et il y a des déperditions de chaleur qui sont assez catastrophiques. Voilà. Donc, on est d'abord sur ces sujets-là. On a effectivement présenté le rapport en Assemblée de Corse en rappelant cette histoire-là, évidemment. Et là, je viens de prendre un cabinet de communication qui a comme entrée de rappeler un peu l'historique et ce rattachement au territoire. Ouais. Mais je pense que maintenant, les gens, et puis ça va être notre positionnement, parce que je le vois, on travaille un peu, là, on parlait de la DEC tout à l'heure, ils ont organisé un salon sur l'export. Et ce qui est ressorti des différents intervenants, donc Business France, ce genre de transdistribution, enfin voilà, il y avait quand même de gros autour de la table pour aider les entreprises corses à aller chercher de l'export. Et ce qui est ressorti, c'est que nous, on peut aller que sur du marché de niche, vu nos volumes, on peut faire que du marché de niche. Et les marchés de niche, on peut les capter si on arrive à raconter une histoire, en fait. Et les gens aujourd'hui, malheureusement, et je rebondis sur la triste expérience de Perrier, on a vu que ça a ses limites, en fait. La surconsommation, la consommation, la recherche du profit en permanence se fait au détriment du produit. Enfin, c'est ça qui s'est passé chez Perrier. C'est que la volonté d'aller vite, d'aller fort, à un moment donné, on oublie les process de qualité, les process industriels. On perd la notion de qualité du projet et de ce qu'on vend aux gens. Et avec Oretz, on est revenu là-dessus. On revient beaucoup là-dessus, en disant, nous, on peut faire peu, on est limité, on ne peut pas faire plus de 5 mètres cubes heure, et on n'ira pas au-delà, en fait. Notre veine, elle ne supporte pas au-delà, sinon on tire sur la nappe. Donc, on s'arrête. C'est pas grave, on fait que 13 millions de cols, mais on va rester à 13 millions de cols. On trouvera d'autres, on va faire des t-shirts, qu'on ne fabriquera pas en Chine, qu'on fabriquera en Corse. Voilà, on va faire des t-shirts, on va faire des verres. On a un contrat avec Duralex. Je les ai rencontrés à Avignon, justement, donc on va travailler avec Duralex pour faire des verres, etc., etc. Donc, on va aller vers d'autres sources de revenus, mais on ne tirera pas sur la veine, ce que n'a pas fait Perrier, par exemple. Voilà, donc ça, on a une agence de com qui va travailler pour raconter cette histoire-là aussi. Ok, merci. Je crois que Jean Oui, et juste la question du verre. question. Vous dites on va faire des verres, mais moi je voulais vous parler des bouteilles. Vous en êtes où du plastique et des bouteilles en plastique et des bouteilles en verre? Alors, bouteilles en verre, on reste avec Veralia, puisqu'on a fait, il y a une entreprise dans les pays de l'Est qui nous fait de l'œil, mais ça ne nous intéresse pas. Donc, on a rencontré les dirigeants, on s'est rendu près de Albi, près de Montpellier, pour rencontrer les dirigeants de Veralia. On va rester avec eux parce qu'ils sont dans cette, ils sont financiers. Moi, j'ai rencontré le PDG, le type il me dit vous m'intéressez, vous êtes dans un univers qui n'est pas le mien. Moi, je suis coté au 440, mais ça me plaît. Ce que vous faites et l'histoire que vous racontez me plaît. Et il a aussi un souci d'écologie, il a aussi un souci de bien-être du salarié. Donc finalement, sur les fondamentaux, même si le modèle économique est différent, sur les fondamentaux, on s'est retrouvés. Donc on va rester avec Veralia. On va essayer de renforcer notre production de verre. On travaille encore sur la création d'une usine de réemploi, pour travailler sur du réemploi. On est accompagné par Inoscope, Hoc Consigne, qui est à Montpellier. Voilà, donc sur le réemploi, on travaille. Sur le plastique, on travaille sur ce qu'on appelle le RPET, c'est le PET recyclé. Donc, on a commencé les tests fin d'année. On commence le 5 janvier la production. Donc, on va sur du verre recyclé, qui est du plastique recyclé. Et là, on est en R&D, et c'est pour ça que j'aurais bien aimé être accompagnée par la fédération, mais ils nous ont dit que c'était pas vraiment leur cœur de truc. Donc, je fais un appel à contribution, je cherche une assistance à maîtrise d'ouvrage parce
Parce que avec l'ADEME, on s'est quand même interrogé sur le fait que peut-être réduire le plastique, c'est pas la solution. Parce que plus il est fait, moi j'ai fait un passage au parc marin du Cap Corse et à l'Office français de la biodiversité pendant 3 ans. Et en fait, nous, on les retrouve dans les bronches des poissons, ce plastique qu'on affine de plus en plus. Donc peut-être que la solution, ce serait de revenir sur du plastique plus dur, mais que l'on peut laver. Voilà. Donc, on est un petit peu là-dessus. Et pour boucler la boucle, l'usine donc l'entreprise avec laquelle on travaille, Pietre, hein, pour pas la nommer pour ceux qui connaissent de bière en Corse, en fait, crée son usine, mais a réussi à être labellisée parce qu'en fait, elle va récupérer de l'eau dans la nappe phréatique, laver les bouteilles et réinjecter l'eau dans la nappe phréatique. Parce qu'un des problèmes du réemploi, c'est quand même ça le sujet. C'est qu'on veut faire de l'écologie, mais on ne fait pas de l'écologie puisqu'on assèche les nappes. Aucun intérêt. Donc là, on travaille sur un processus d'économie circulaire, on va dire. Enfin, c'est pas de l'économie circulaire, mais on est dans une forme de circularité de la ressource. Et donc, l'eau qui va être puisée pour laver les bouteilles va être ensuite réinjectée dans la nappe. Après traitement. Ah oui, évidemment. Donc, vous allez avoir une unité de traitement Il y aura une unité de traitement. C'est pour pour ça que le nettoyer l'eau. projet prend du retard, parce que d'abord, il faut l'usine de traitement et ensuite, il y aura l'usine de réemploi. Voilà, on est sur Mais il n'y a ce- pas de projet de consigne, hein. Le verre, y compris de Oui, oui, Pietra, c'est c'est ça. pas C'est exactement le projet de consigne, consigne. hein. Oui, oui, le réemploi, D'accord. c'est la consigne. Oui, oui, tout à fait. Ok, ok. Eh bien, écoutez, je ne sais pas s'il y a une dernière question, mais c'est vraiment, enfin, c'était passionnant. Est-ce qu'il y a une dernière question? S'il n'y a pas de dernière question, je vais proposer aux intervenants un retour sur un peu un point d'attention, une recommandation que vous pouvez voilà, faire aussi bien euh, à des porteurs de projets de SIC, à des collectivités intéressées par les SIC. Peut-être voilà, un point d'attention, une recommandation. Florent, est-ce Oui, que... oui, peut-être une recommandation. Moi, c'est triste de le dire, mais les plus gros freins que j'ai eus sont venus en interne, donc en tant que collectivité de Corse pour le moment, hein, donc toujours fonction publique, une absence de formation de nos juristes à l'ESS. Ah, Donc, je me suis ok. dernièrement appuyée sur Benjamin et j'en profite pour le remercier puisque sa note est remontée. Mais je me retrouve avec un service juridique qui me dit que sa note n'est pas recevable. Et ça me gêne quand même profondément. Voilà. Donc, j'aurais pu aller plus vite dans le montage du dossier. On a mis un peu moins d'un an. Ouais, un peu moins d'un an. On aurait pu aller plus vite si on avait eu des juristes formés. Et ce manque de formation à l'ESS est assez patent. Voilà. Ouais, et vraiment, enfin, voilà, n'hésitez pas, enfin, pour les collectivités adhérentes, à solliciter Benjamin sur ces sujets. Je sais qu'il y a aussi un travail de Poitiers qui a pu être fait sur la SIC. Enfin, la contestation par la préfecture de la possibilité pour une commune et pour l'agglo d'être tous les deux sociétaires dans une SIC et avec un appui aux juristes, alors qui pour le coup était quand même beaucoup plus était assez ouvert sur ces sujets. Mais voilà, enfin, c'est vrai que ces questions, elles sont vraiment à l'interface des questions de droit public et de droit coopératif et qu'il y a très peu de personnes qui connaissent à la fois le droit public et la loi de 47 ou d'autres. Donc, ok, donc la question de la formation des juristes, mais ouais, un sujet. Et moi, Merci alors je beaucoup. dirais juste, bon, pour compléter, et ne pas hésiter lorsqu'on identifie ou qu'il y a des associations qui veulent évoluer dans leur modèle économique, ne pas hésiter à se faire accompagner. Toute la partie, on va dire, explication, sensibilisation, l'accompagnement au montage de projet qui n'est pas simple. En fait, il y a beaucoup de pédagogie aussi à avoir, que ce soit, puisque bon, c'est vrai qu'il y a un multi-sociétariat, donc la pédagogie, qu'elle soit avec on va dire les collectivités, avec les différents collèges, hein, avec toutes les parties prenantes en fait. Il faut vraiment expliquer. Et donc, ne pas hésiter à se faire accompagner. Voilà, pour la création de SIC. Merci beaucoup, Florence et Karine. Florent, est-ce que vous avez une recommandation, un conseil, un point d'attention?
Oui, mais j'avais en premier lieu un peu la même qui vient d'être dit, hein. Nous, l'accompagnement de l'URSSCOP a été fondamental. Ça reste un statut qui est très peu connu des tribunaux de commerce, notamment, et de la transformation, le maintien des agréments, enfin le maintien des numéros d'enregistrement de l'association. On a été très bien accompagné. Même au sein du territoire du Pays de Grâce, il y a encore des collectivités qui maîtrisent mal on a eu encore récemment la collectivité qui pourtant est sociétaire qui nous a dit qu'elle ne pourrait pas nous verser de subventions parce que on était une SIC. Bon, il reste encore beaucoup de travail. Et puis après, je dirais qu'une attention particulière aussi sur le secteur d'activité. C'est vrai que nous, on fait partie d'un secteur d'activité, les enseignements artistiques, où l'intégralité, enfin la grande majeure partie des acteurs sont associatifs, et donc un régime de fiscalité qui est complètement différent de celui des SIC, et que en période de tension budgétaire, nos clients sont également beaucoup des collectivités ou des services venant des fonds publics, et donc en période de tension, c'est un avantage, un désavantage concurrentiel qui est assez important par rapport à tous les acteurs du secteur qui sont eux associatifs et qui n'ont pas les mêmes niveaux de fiscalité. Merci beaucoup. Geneviève, est-ce que tu veux dire oui? Oui, oui. Moi, je reviendrai sur un mot qu'a dit Valérie, donc quitte à lui couper l'herbe sous le pied si c'est ça qu'elle avait déjà. Voilà, c'est la question de la posture. Et la posture, c'est pas que la posture des élus, c'est la posture des agents, c'est la posture des dirigeants associatifs ou d'autres structures et des habitants. Ça demande à tout le monde de faire un pas de côté, rentrer dans la co-construction. C'est pas quelque chose qu'on apprend trop dans notre système, et donc ça nécessite, je dirais, beaucoup d'humilité et sans cesse se re-questionner sur la posture que l'on a à un moment donné dans les relations qu'on a avec les autres acteurs, les autres parties prenantes de la SIC, entre acteurs publics et acteurs privés. Par exemple, euh, au sein des collectivités locales, nous, il y a des choses qu'on a remarquées fréquemment, c'est la confusion entre compétences et prérogatives. Avoir une compétence, c'est pas forcément avoir une prérogative. Et donc, dans la co-construction de projet, on peut construire avec d'autres acteurs pour remplir une compétence, sans forcément que ce soit la chasse gardée absolue de la collectivité. Voilà, mais c'est des questions de posture vraiment pour moi. Merci beaucoup pour ces échanges passionnants. Enfin, moi, je vous avoue que j'ai trouvé ça passionnant. Il nous reste juste une minute juste pour vous partager un prochain rendez-vous donc, prochain rendez-vous, enfin, on a la sortie du kit municipal 2026 qu'on a prévu pour janvier. Vous pouvez vous abonner hein, sur le site du RTES pour recevoir les prochaines fiches du kit, puisqu'on est en train de l'actualiser au fur et à mesure. On a un séminaire alors, qui est à Strasbourg le 8 janvier autour des questions, alors des questions qu'on a un petit peu abordées, qui sont autour de la façon dont on peut évaluer l'utilité sociale, l'impact social de l'économie sociale et solidaire et quel rôle des collectivités autour de la question d'évaluation d'impact. Donc à Strasbourg, où on aura un zoom autour de deux domaines d'activité qui croisent complètement ce que tu disais, Geneviève, sur la question des compétences, autour de la petite enfance et de la gestion des déchets, deux domaines d'activité. Et les acteurs de l'économie sociale ont une place importante qui sont des compétences des collectivités. Donc comment collectivités et acteurs de l'ESS peuvent travailler et quelle place de l'évaluation. Et puis, on aura un prochain club des collectivités locales en début d'année. Alors, on n'a pas encore travaillé avec les CRES et le petit groupe sur le prochaine rencontre. J'espère bien qu'on pourra faire une rencontre en Corse en 2026 parce qu'on n'a pas encore pu organiser de club en Corse. Alors, bon,
dans le sud-est de Lorraine, ce serait vraiment super, mais bon, je ne sais pas quand est-ce que ce sera possible, mais voilà, ce serait un... C'est une bonne idée. Oui, avec Ouais, plaisir. Oui, Voilà, on on est peut en y plein travailler. travaux là, donc en plus vous arriverez sur un site tout beau, tout propre. voilà, Donc, ce serait plaisir. super. Valérie, je crois que tu voulais dire un mot. Oui, je voulais dire juste quand même saluer la participation à cette visio de la métropole de Nice en la présence de Karine Boré et je trouve ça très intéressant qu'on ait d'autres collectivités à l'échelle du département qui s'intéressent au sujet de SS. Donc voilà, bienvenue à la métropole de Nice. Très bien, on a effectivement d'autres collectivités, le VEC, voilà, enfin en tout cas, aussi bien enfin, côté RTES que CRES, on est bien sûr à votre disposition pour tout complément d'information. Vous recevrez le diaporama et quelques ressources. Un très très grand merci aux intervenants, Florent, Geneviève, Florence et Karine et bien sûr Peggy qui a dû partir. Et Valérie, voilà, on a abordé beaucoup de sujets. Je trouve qu'on a, là, on voit bien la diversité des cycles, l'intérêt du travail avec les collectivités locales. Et je vous souhaite une bonne journée et puis une très bonne fin d'année. Et à très bientôt. Julie, peut-être si tu veux. Euh, je voulais remercier tous les participants. En effet, ce qui était intéressant, c'était la diversité et ça montre l'importance aussi des alliances, des partenariats entre les institutions, les collectivités et les ESS qui permettent de structurer notre territoire. Et c'est vrai qu'en Corse, travail est très proche avec Florence. C'est très intéressant. Voilà, et puis pareil, je vous souhaite de bonnes fêtes. Ça Merci passe vite. beaucoup. Merci à vous. Bonne fête à tous Très bonne et journée. à toutes. À Merci. bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir.